Bon retour à tous et à toutes. J'espère que vous avez bien profité de la séance de respiration de Ken, comme je l'ai fait. Nous pouvons tous profiter de mieux maîtriser ces techniques pour bien respirer. Nous en sommes déjà à notre dernière séance de la conférence Comprendre les essais cliniques. Dans cette séance, nous allons en entendre parler de ces essais cliniques, comment ils pourraient aider les patients, faire progresser les traitements et surtout, plus important, comment avoir accès à ces essais. Il y aura 2 présentations suivies d'une séance de questions-réponses. Si pendant la période de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton questions en haut à droite de l'écran pour poser votre question que nous aborderons. Donc, pour parler de ce sujet, nous avons 2 intervenantes magnifiques. Catherine Vessier, qui est responsable de la sensibilisation à la recherche clinique, CUCRO, the Clinical Research Awareness in Quebec. C'est un BNL qui coordonne un organe de recherche partout au Québec. Nous avons avec Catherine Vessier, Dr. Dawn Richards, directrice de la mobilisation des patients et du public à Clinical Trials en Ontario. Clinical Trials en Ontario est une organisation à but non lucratif soutenue par le gouvernement de l'Ontario. Il s'agit d'une séance bilingue, donc vous aurez l'occasion d'entendre les 2 présentations dans la langue de votre choix, puisque l'interprétation simultanée en anglais et en français. Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé « Comprendre les essais cliniques » que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Madame Dawn Richards de l'organisation Clinical Trials Ontario. Je remercie Cancer Colorectal Canada de m'avoir invité à vous présenter ce webinaire qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir et de mieux comprendre la recherche clinique et ce qu'implique la participation à un essai clinique. Prochaine diapositive. Je m'appelle Catherine Vessier, je travaille comme gestionnaire de projet à la sensibilisation à la recherche clinique pour le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec ou CUCRO. CUCRO est un OBNL fondé en 2008 par des médecins et regroupe dans un réseau les hôpitaux où il se fait de la recherche clinique en oncologie au Québec. L'un de nos objectifs est de sensibiliser les personnes atteintes de cancer et leurs proches à la recherche clinique. Dawn, si tu peux te présenter. Dawn, if you can introduce yourself. Thank you, Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dawn Richards et je suis là avec Catherine Vessier pour représenter Clinical Trials Ontario, un organisme à but non lucratif financé principalement par le gouvernement de l'Ontario pour aider à améliorer l'environnement de recherche clinique et d'essais cliniques en Ontario. J'ai pour rôle d'aider le public et les patients à prendre part à des essais cliniques. Donc, j'aide les personnes à décider s'ils veulent prendre part à un essai clinique ou s'ils veulent travailler au sein d'équipes d'essais cliniques. Catherine et moi représentons toutes les 2 des organismes provinciaux. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter va s'appeler... Prochaine diapo, s'il vous plaît. La présentation aujourd'hui sera divisée en 4 sections principales. Donc, qu'est-ce qu'un essai clinique? Quel est son rôle, par exemple, dans le développement des médicaments? Ensuite, comment se déroulent les essais cliniques? Donc, nous parlerons des différentes étapes et de leurs objectifs. La 3e partie concernera les conditions de participation. Qui peut participer à un essai clinique? Les critères d'admissibilité, les questions que doivent et peuvent se poser les participants. Quels sont les mécanismes qui assurent la protection des participants? Et finalement, où trouver de l'information sur les essais cliniques au Canada? Prochaine diapo. Donc, débutons par une introduction générale sur la recherche clinique et le cancer colorectal. Donc, au cours des dernières décennies, la survie après le diagnostic d'un cancer colorectal s'est améliorée significativement. Ces progrès ont été réalisés grâce à une meilleure compréhension de la maladie et au développement de nouvelles thérapies.
c'est la recherche, incluant la recherche clinique, qui a permis ces progrès. Le maintien des efforts et des investissements en recherche et la participation aux essais cliniques sont donc essentiels pour poursuivre le développement de nouvelles options thérapeutiques. Prochaine diapositive. Ce qu'il faut retenir, c'est que les médicaments contre le cancer qui existent aujourd'hui ont été testés dans le cadre d'essais cliniques auprès de patients atteints de cancer. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Prochaine diapositive. Donc, actuellement, des centaines d'essais cliniques sont en cours dans des hôpitaux partout au Québec. Donc, moi, je parle aujourd'hui du Québec parce que QCRO est essentiellement basé au Québec. Actuellement, près d'une trentaine d'essais cliniques sont en cours pour le cancer colorectal, donc majoritairement à Montréal, mais il y a également des essais cliniques qui sont ouverts au recrutement à Québec, Sherbrooke, Gatineau et Greenfield Park. Prochaine diapo. Pour le Canada, des essais cliniques sont en cours dans la plupart des provinces canadiennes. Nous reviendrons plus tard sur les différents sites web que vous pouvez consulter pour trouver des essais cliniques au Canada. Prochaine diapo. Alors, mais quand on parle d'essais cliniques, qu'est-ce qu'un essai clinique? Prochaine. Voilà. Donc, les essais cliniques, c'est quoi? Alors, en fait, ce sont des études menées par des médecins-chercheurs en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement expérimental. Par exemple, ça peut être un nouveau médicament qui est en test ou ça peut être une technique médicale. Radiologie ou d'autres techniques de ce type. On peut aussi entendre parler de protocoles de recherche ou d'études cliniques. Ce sont des termes qui sont des synonymes. On fait de la recherche clinique pour trouver des traitements plus efficaces, mieux tolérés et qui viennent combler des besoins thérapeutiques importants. Prochaine diapo. Donc, il est fréquent d'entendre parler d'essais cliniques pour évaluer des médicaments ou des combinaisons de médicaments, par exemple pour des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Mais il est important de savoir que les essais cliniques peuvent aussi étudier comment prévenir l'apparition d'une maladie, comment mieux la diagnostiquer ou comment améliorer la qualité de vie durant une maladie, en s'intéressant par exemple au contrôle de la nausée ou la gestion du sommeil par exemple. Dans le cas des essais cliniques sur les médicaments, l'efficacité et la sécurité du médicament, du traitement expérimental seront évalués. On veut connaître les effets bénéfiques du traitement, mais aussi ses effets néfastes, ce que l'on appelle aussi les effets secondaires. À noter que la durée des essais cliniques est assez variable, donc ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois, voire jusqu'à plusieurs années. Prochaine diapo. Mais comment se déroulent les essais cliniques? Prochaine diapo. Alors, si beaucoup d'essais cliniques concernent effectivement le développement de futurs médicaments, un grand nombre d'essais cliniques évaluent des techniques de chirurgie ou de radiothérapie, par exemple. Donc, pour bien comprendre le rôle que jouent les essais cliniques, nous utiliserons l'exemple du développement d'un médicament. Donc, voici les étapes qui mènent à la mise sur le marché d'un nouveau médicament. On a pris cet exemple parce que c'est le plus simple pour bien comprendre ces étapes. Donc, la première étape se passe en laboratoire. On va découvrir des nouvelles molécules qui vont pouvoir potentiellement devenir de futurs médicaments.
On les évalue, ces molécules, et les plus prometteuses vont passer à l'étape de la recherche préclinique, c'est-à-dire à l'étape où des tests sont effectués chez les animaux. Et c'est seulement les molécules qui donnent des résultats positifs chez les animaux et qui se révèlent sécuritaires également chez soit la souris ou d'autres animaux de laboratoire, que le produit va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape de la recherche clinique. Alors, la recherche clinique, ça veut dire la recherche qui va se faire chez l'humain. Donc, on a déjà passé le laboratoire, la recherche préclinique chez les animaux, et donc on arrive à la recherche clinique chez l'humain. Donc, la sécurité des participants est toujours la priorité en recherche clinique. La recherche clinique chez l'humain va s'effectuer en 3 phases, qu'on appelle les phases 1 à 3, qui répondent chacune à des objectifs très précis. Et nous y reviendrons d'ici quelques minutes. Finalement, lorsque les essais cliniques sont terminés, les résultats sont transmis aux agences réglementaires nationales, donc comme Santé Canada. On en a beaucoup entendu parler dernièrement, les vaccins qui attendaient l'autorisation de Santé Canada pour pouvoir nous être administrés. Donc, ça passe par le même principe d'évaluation et d'approbation par Santé Canada. Donc, Santé Canada va donc évaluer ces résultats et approuver ou non donc ce médicament pour qu'il puisse être mis sur le marché et devenir donc accessible à toute la population. Prochaine diapositive. Donc, revenons aux différentes étapes ou phases de l'évaluation clinique d'un médicament. Donc, il y a 3 phases distinctes pour les essais cliniques qui sont nécessaires pour évaluer la sécurité, mais aussi l'efficacité d'un traitement expérimental. Prochaine diapositive. Donc, les essais cliniques de phase 1 sont les premiers qui vont impliquer des sujets humains, donc des participants qui s'engagent à faire l'étude. Ils servent à établir quelle est la dose sécuritaire d'un traitement expérimental. Bien que le traitement a déjà été testé en laboratoire, chez les animaux également, comme on l'a vu, les médecins ne connaissent pas encore ses effets chez les personnes atteintes de cancer. Donc, on va faire des essais de très petites doses pour s'assurer effectivement que ce produit n'est pas à risque pour la santé et évaluer les effets néfastes s'il y en a. Les essais de phase 2, elles, vont permettre d'évaluer davantage l'efficacité, donc quel est le potentiel d'efficacité du traitement. Et à cette étape-ci, les médecins vont chercher, souvent on va entendre parler d'un signal d'efficacité. Donc, on commence à se dire, potentiellement, ce médicament-là, effectivement, semble efficace à tel et tel niveau. Par exemple, est-ce que le traitement expérimental qui est testé permet, par exemple, de contrôler la croissance d'une tumeur? Donc, c'est ce type d'observation qui va être fait en phase 2. Prochaine diapo. Alors, en phase 3, on va comparer le traitement expérimental à des traitements qui normalement sont existants, donc qui sont déjà utilisés pour soigner des personnes atteintes d'un cancer. Et si ces traitements sont disponibles, sinon on va utiliser un placebo qui sera utilisé comme contrôle. C'est le type d'essai clinique qui va demander d'avoir le plus grand nombre de participants. Donc, c'est celui également auquel vous avez le plus de chances de pouvoir participer parce que souvent le nombre de personnes à recruter est plus important et donc offre des opportunités de participation plus grandes.
Et au final, il peut également y avoir un essai de phase 4. Alors, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant. La phase 4 vient à la suite de la mise sur le marché du médicament, une fois qu'il est passé, par exemple, par Santé Canada, qu'il est approuvé. Mais ce sont des études qui n'ont plus de lien direct au niveau efficacité ou au niveau de la sécurité. C'est que c'est plus des études à long terme sur des populations définies, mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Prochaine diapositive. Alors, dans un essai randomisé, comme c'est généralement le cas dans les essais de phase 3, on va comparer des interventions. Ici, on le voit à l'écran, un traitement expérimental est comparé à un traitement dit standard, c'est-à-dire le traitement normalement utilisé pour le soin. Il est important dans ce type d'essai de s'assurer que les deux groupes de participants sont comparables au départ. Donc, car si à la fin de l'étude, on constate qu'il y a une différence entre les deux groupes, on pourra présumer que c'est à cause de l'effet du traitement, puisque rien d'autre ne distingue les groupes. La répartition des participants se fait au hasard entre les groupes expérimentaux et ça permet d'obtenir des groupes qui sont comparables au départ de l'intervention, c'est-à-dire quand l'étude débute. Comme vous pouvez le voir au niveau du schéma de l'écran, vous voyez que les groupes qu'on observe sont tous homogènes. Ainsi, dans un essai clinique, ça c'est bien important, c'est une information importante que je donne. Il y a donc certains participants qui vont recevoir effectivement le traitement expérimental, le traitement qu'on étudie pour savoir s'il est efficace et sécuritaire. Et les autres participants, eux, vont recevoir le traitement standard, donc un groupe qui va être pour permettre de comparer avec les soins qui sont donnés actuellement. Et comme je l'ai déjà mentionné, s'il n'y a pas de traitement standard à ce moment-là, on va utiliser un placebo qui sera un peu le groupe contrôle de notre essai. Alors, il est à noter également qu'en général, ni le médecin ni le participant ne sait quel traitement il reçoit. Et ceci, c'est pour éviter de biaiser ou d'influencer les résultats de l'étude. Donc, vous ne connaîtrez pas si vous faites partie du groupe A ou du groupe B, comme vous le voyez à l'écran, mais votre médecin non plus ne le saura pas. Donc, tout le monde est dans l'inconnu et ça permet d'observer les résultats tels qu'ils se présentent. Donc, je cède la parole à Dan Richards pour la suite de la présentation. Merci Catherine. Donc pour poursuivre avec ce qu'expliquait Catherine, j'aimerais vous expliquer à présent le concept des placebos. L'idée sous-jacente au placebo, c'est un traitement inactif qui ressemble exactement au traitement actif qui est étudié. Mais le placebo n'a aucun effet recherché vraiment sur la maladie et permet de rendre l'analyse plus l'essai plus fiable. On utilise un placebo s'il n'y a pas de soin normal pour une maladie. Parlons à présent de la recherche d'un essai clinique. Alors ici, voici quelques raisons qui expliqueraient que vous euh, cherchez un essai clinique, peut-être que vous vivez avec le cancer colorectal, une autre maladie, ou vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez un proche qui vit avec une affection, une maladie. Vous pourrez être simplement intéressé par la recherche. Ou aussi, il faut dire que parfois, des participants en santé reçoivent une indemnisation pour participer à des études. C'est souvent le cas à la phase 1 de l'étude, où c'est une étude de type humaine et que le comité d'éthique a jugé que le risque que ces participants prennent en prenant part à une phase 1 justifie qu'ils soient indemnisés pour leur participation. Quelques questions à poser dans le cadre de votre
réflexion, si vous voulez prendre part à un essai clinique ou non, c'est si l'essai clinique est réputé et crédible. Mais il y a aussi une question importante comme est-ce que tous les coûts d'un essai clinique sont couverts? Par exemple, les traitements d'une étude. Donc on ne devrait pas vous demander de payer pour prendre part à une étude. Vous ne devriez pas payer pour recevoir des traitements, mais vous pourriez devoir payer pour votre stationnement ou prendre des jours de congé pour aller à des visites de site. Mais on ne devrait pas vous demander de couvrir d'autres coûts liés à des essais cliniques. Vous pourriez vouloir passer en revue les compétences et l'expérience de l'équipe de l'essai clinique. Est-ce qu'ils travaillent dans ce domaine depuis longtemps? Ils sont peut-être liés à des recherches universitaires ou une université même. Il y a aussi des organismes et des groupes qui doivent euh, vraiment faire l'objet d'un examen avant de lancer un essai clinique. Par exemple, un organisme de réglementation comme Santé Canada doit approuver les demandes d'essais cliniques. Il y a également les comités d'éthique de recherche qui doivent passer en revue l'essai clinique. Et là, nous nous penchons sur l'aspect des participants associés à l'essai. Et ensuite, il faut voir l'institution, l'établissement, l'organisation où a lieu l'essai clinique. Et il faudra que cet établissement approuve avec signature la tenue de l'essai clinique. Donc, ce sont des critères pour vous pour voir si un essai clinique est réputé et crédible, si vous envisagez d'y participer. Alors, les essais cliniques, c'est une possibilité, mais il y a d'autres possibilités que vous voudriez envisager. Une de ces possibilités, c'est de recevoir aucun traitement. Ou une autre option, c'est de recevoir le traitement normalisé pour une infection, une maladie, ou un traitement différent que celui que vous recevez, vous vivez avec une infection, une maladie. Et la troisième possibilité, c'est de prendre part à une recherche différente, une étude différente. Donc, je vous encourage à parler avec votre médecin pour voir quels sont les avantages et les risques de ces trois options, y compris l'option d'aucun traitement. Ça vous permettra de prendre une décision personnelle sur si oui ou non vous prenez part à un essai clinique ou envisagez quelque chose d'autre. Alors, pour chercher des essais cliniques, il y a plusieurs façons de procéder. Voici quelques exemples. D'abord, vous pouvez parler à un professionnel de santé. Certains spécialistes et professionnels de santé peuvent être très à l'aise pour parler des essais cliniques qu'ils peuvent peut-être bien connaître. Vous pourriez également vous tourner vers un organisme à but non lucratif dans le domaine de la santé ou des organisations de patients telles que Cancer Colorectal Canada qui sont au fait des derniers essais cliniques qui sont organisés. Vous voudriez peut-être contacter un hôpital, un organisme qui fait de la recherche comme l'organisme québécois Croc. Vous pourriez faire un suivi des annonces dans les journaux, la télévision, la radio et répondre à des annonces dans les médias. Donc. Et plus tard, dans cette présentation, je vous parlerai de l'essai clinique de notre clinique Clinical Trials Ontario. Et Catherine vous donnera également d'autres ressources. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vers quelles ressources vous tournez. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas trouver d'essai clinique, que pouvez-vous faire? Il y a quelques options. Si un essai clinique est organisé ailleurs que là où vous habitez, vous pourriez écrire ou prendre contact avec l'équipe de l'essai clinique, leur demander si c'est possible pour vous de prendre part à l'essai vu que vous habitez dans une autre région. Et si c'est possible, comment est-ce que ça pourrait vous affecter selon la distance à parcourir, ce que vous devez payer pour vos déplacements, payer des nuitées d'hôtel, avoir un aidant qui vous accompagne. Et peut-être que ces frais pourraient être couverts par ceux qui subventionnent l'essai. C'est possible également de rapprocher l'essai clinique de là où vous habitez. Peut-être que des nouveaux emplacements vont ouvrir pour cet essai clinique. Ça demande plus de travail à chercher, mais c'est possible. Et finalement, vous pouvez garder un œil sur ce qui se fait, sur la recherche, et vraiment rester à l'affût. Si vous trouvez un essai clinique qui vous intéresse et qui se trouve par exemple à Montréal pour l'instant,
et que peut-être à un autre moment, il sera plus proche de là où vous habitez. C'est quelque chose qui se passe de temps en temps. Aussi, si votre fournisseur ou prestataire de soins de santé vous propose plutôt de participer à un essai clinique, vous pourrez, si vous le voulez, dire non. Vous avez le droit de refuser. C'est vraiment à votre discrétion. Si vous pensez qu'un essai clinique ne vous convient pas, c'est tout à fait correct. Et votre lien avec ce spécialiste de santé ne devrait pas changer, quelle que soit votre opinion sur les essais cliniques. Ça, c'est important à garder en tête. Alors, certaines personnes prennent les points suivants en considération pour décider si oui ou non ils participent à un essai clinique. Encore une fois, c'est une décision personnelle. Vous pourriez vouloir consulter différentes personnes, faire votre propre travail de recherche, mais finalement, c'est votre décision. Et vous verrez que les 5 points ici vraiment ont un lien avec ce que je disais plus tôt. Il faut voir si l'essai est réputé et crédible. Encore une fois, passez en revue les coûts. Est-ce qu'il y a des frais de stationnement, d'essence, des congés du travail? Mais rappelez-vous qu'il ne faut jamais payer pour des traitements expérimentaux ou des frais d'entrée dans cet essai. Il faut voir les qualifications et les compétences de l'équipe de l'essai clinique. Il faut poser des questions, à savoir est-ce que l'agence de réglementation a passé tout en revue et approuvé le tout? Et est-ce que tout a été approuvé ou révisé par les comités d'éthique, de recherche? Et également, si les organisations et institutions, établissements où a lieu l'essai ont approuvé et révisé l'essai clinique. Et finalement, vous devrez respecter les critères d'admissibilité pour être dans ces tests cliniques. Par exemple, votre sexe, ou peut-être que vous vivez avec une certaine affection ou maladie, ou peut-être que vous devez prendre un certain protocole de médicaments, ou n'avoir jamais pris un certain médicament. Ce sont des critères qui seront disponibles publiquement et vous devrez vous assurer de respecter ces critères d'admissibilité avant de pouvoir être participant à un essai clinique. Alors, le consentement éclairé, c'est un processus, vous avez sans doute entendu parler donc du formulaire de consentement éclairé relatif à un essai clinique. Ça, c'est une des parties de ce consentement éclairé. Le consentement est volontaire, c'est à vous de décider si vous voulez être dans l'étude et l'essai ou non. Personne ne peut vous forcer. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. C'est important. Même si vous avez décidé de commencer à prendre part à un essai et qu'à tout moment, pour quelconque raison, vous voudriez peut-être arrêter de prendre part à l'essai, c'est tout à fait correct. Vous avez le droit. Et le consentement, c'est un processus continu. Il ne s'agit pas simplement de signer un formulaire de consentement au début de l'essai clinique. C'est un processus continu quand vous prenez part à des essais cliniques. Vous avez beaucoup de questions. Vous vous assurez d'être confortable, à l'aise avec votre participation et que vraiment elle est éclairée. Il est important également de dire que si vous décidez de quitter un essai clinique, vous pourrez demander que toutes les données que vous avez fournies dans le cadre de l'étude ou tout échantillon biologique de l'urine, des tissus, du sang, vous pouvez également demander de retirer ces échantillons de l'essai. Ça pourrait être possible, mais ça pourrait ne pas être possible. Si vous aurez ces informations, et ce qui est important, c'est de garder en tête que vous aurez accès à ces informations avant de prendre part. Alors, en décidant de prendre part à des essais cliniques, ça entraîne des avantages et des risques éventuels. Ça, vraiment, c'est à vous personnellement de décider si votre partition à un essai clinique a plus d'avantages que de risques. Les avantages l'emportent sur le risque. Les avantages et les risques seront différents pour chaque essai clinique et ils seront décrits dans le formulaire de consentement. Et ce sont bien sûr des questions que, que vous devez avoir le droit de poser. Vous devez pouvoir poser autant de questions que vous voulez du médecin euh, clinique, de l'équipe d'essai clinique. Assurez-vous que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour prendre une décision qui vous convient. Alors, ce concept de
retrait de l'essai clinique, on va en parler un petit peu plus en détail. En fait, vous pouvez interrompre votre participation à tout moment. Vous n'avez pas besoin de fournir de raisons, mais on vous le posera quand même la question, je pense. Mais c'est à vous de décider ce que vous voulez dire ou pas. Alors, vous êtes encouragé à prendre une décision éclairée lorsque vous décidez de quitter l'essai clinique. Alors, il faudra certainement parler avec le personnel de l'essai ou le médecin en charge. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez avant de décider de quitter ou non l'essai clinique. Un peu comme vous le feriez avant de décider d'y participer. Si vous décidez de quitter l'essai clinique, on vous posera peut-être des questions concernant votre expérience de l'essai. On vous demandera peut-être de participer à des examens physiques ou de réaliser des examens de laboratoire afin de vérifier votre état de santé. Ça dépendra un petit peu du stade de l'étude, mais il se peut qu'on vous demande de faire ce genre de choses avant que vous puissiez officiellement quitter l'essai. Et enfin, vous serez peut-être en mesure de retirer votre autorisation concernant l'utilisation des données vous concernant. Les échantillons biologiques, par exemple, ça dépendra de l'essai clinique. Ça peut être possible ou pas, mais vous pouvez toujours poser la question. Alors, nous allons maintenant parler brièvement de là où vous pourrez trouver l'information sur les essais cliniques. Alors, j'ai présenté cela dans une diapositive précédente. Vous avez la CTO, ce site internet qui s'appelle trialfinder.contario.ca. Il y a une partie en français et une partie en anglais. Mais sachez que si vous faites une recherche en français, il n'y a que les titres qui seront en français concernant l'essai clinique. C'est parce qu'il fait la recherche dans une base de données en anglais. Donc l'information est disponible, elle est en anglais, mais il y a une fonction recherche qui est en français qui peut vous aider à trouver les renseignements que vous cherchez. Il faut que vous sachiez que cet outil de recherche a été construit en collaboration avec des patients partenaires, des organisations de patients, notamment Cancer colorectal Canada, qui nous a fait part de ses commentaires. Alors, il y a un service d'inscription et vous pouvez recevoir une alerte si vous cherchez certaines choses en fonction de certains critères. Et je vais maintenant passer la parole à Catherine, qui va vous parler de ressources supplémentaires. Donc, si vous souhaitez faire des recherches pour trouver des essais cliniques sur le cancer colorectal, voici quelques références. Pour le Québec, vous avez accès à la plateforme OncoQuébec. Donc, vous voyez le site web de référence oncoquebec.com à l'écran. Cette plateforme a été développée par notre organisation et regroupe près de 98% des essais cliniques en cours de recrutement au Québec. Si vous désirez étendre vos recherches en dehors du Québec, vous avez la possibilité d'aller sur le site de Essais canadiens sur le cancer ou canadiancancertrials.ca que vous voyez à l'écran. Donc, vous allez retrouver l'information pour l'ensemble des provinces canadiennes et vous pouvez donc faire une recherche aussi spécifique pour le cancer colorectal. Et finalement, vous avez le site clinicaltrials.gov qui regroupe l'ensemble des essais cliniques qui se déroulent à l'échelle internationale, donc dans tous les pays du monde. Normalement, sur ce site, vous allez retrouver les essais cliniques disponibles dans d'autres provinces canadiennes, mais également dans tous les pays où s'effectuent des essais cliniques. Prochaine diapositive. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Enfin, je voulais également ajouter une chose. Avec l'outil
de recherche de CTO, vous pouvez trouver les essais cliniques au Canada. Vous allez sur clinicaltrials.gov. Et je voulais également ajouter que vous pouvez également aller voir notre site web patient qui a été construit en collaboration avec des patients partenaires, des organisations de patients. Et j'ai également ajouté mon adresse email. Donc, si vous avez des questions sur la présentation, je serai heureuse d'y répondre maintenant pendant la discussion. Et si vous préférez, vous pouvez m'envoyer un email en privé. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Alors, effectivement, ça va clarifier beaucoup de choses. On comprend mieux le rôle des essais cliniques et aussi la façon d'évaluer les choses pour les patients. Alors, passons maintenant aux questions posées par le public. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une question qui s'adresse à Catherine Howard, vous cliquez simplement sur le bouton question en haut à droite de l'écran et nous répondrons à vos questions. Bonjour, là, nous avons quelques minutes pour répondre à des questions. La première question peut-être, qui est posée par Harris. Les essais cliniques sont parfois considérés comme étant la solution de la dernière chance. Donc, qu'en est-il quand il s'agit du cancer? Est-ce que c'est vraiment le dernier recours? Vous voulez répondre ou moi? I will answer in French then. Personnes qui n'ont plus d'option de traitement standard, c'est-à-dire qu'on a essayé les traitements standards avec plusieurs lignes de traitement, il n'y a pas eu de réponse. Ça peut effectivement être une option pour un patient de s'inscrire, de participer à un essai clinique, mais en fait, il faut savoir que vous pouvez participer à un essai clinique, peu importe le stade de votre maladie. Et notamment, vous pouvez également participer même à des essais cliniques qui servent à améliorer le diagnostic, la prévention du cancer. Donc, vous voyez, ça peut être très large, la participation à un essai clinique. Et donc, vous pouvez considérer participer à un essai clinique tout au long de votre parcours de soins. Alors, pour répondre, je crois que les gens ont plusieurs motivations pour participer aux essais cliniques. En fonction du stade de leur maladie, certains peuvent être très à l'aise avec l'idée, tandis que d'autres peuvent effectivement considérer que c'est leur dernière chance, leur dernier recours. D'accord. Il y a une autre question, parce que les gens peuvent aussi aimer certaines questions pour qu'elles soient en priorité. Qu'est-ce qui se passe si je suis intéressée par un essai clinique, mais mon oncologue ne veut pas savoir si je suis admissible? Donc, si on a un obstacle là, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut répondre à la question? Je peux effectivement répondre. C'est des situations qui peuvent survenir effectivement. Dans ce cas-ci, si vous êtes très intéressé, très motivé à participer à un essai clinique, vous avez la possibilité de chercher, par exemple, dans un registre d'essais cliniques, essayer de voir si des essais cliniques pourraient vous convenir.
ça reste une, une démarche qui est quand même relativement difficile parce que les critères pour participer sont parfois assez complexes à comprendre. Euh, alors à ce moment-là aussi, vous avez la possibilité de contacter une association de patients comme Cancer colorectal Canada qui peut vous accompagner, vous aider dans votre démarche pour trouver un essai clinique et aussi contacter ou aller visiter des sites Internet comme celui de notre organisation CUPRO ou CTO pour les gens qui sont au niveau de l'Ontario ou pour des provinces anglophones et trouver de l'information aussi sur les essais cliniques et ce qu'implique la participation à un essai clinique. C'est le but, c'est le mandat de nos organisations de vous aider dans cette démarche. Donc, aller chercher de l'aide, c'est important pour ce type de démarches qui sont quand même assez complexes à mener. Alors, avant de passer aux remarques de clôture, revenons un petit peu sur les questions qui ont été posées tout à l'heure et peut-être que, Dawn, vous voudriez répondre à celle-là. Malheureusement, on entend beaucoup parler de stigmatisation, on a parlé de cette perception du fait que c'était peut-être le dernier recours. Et parfois, les gens ont le sentiment où on leur dit que ce sont juste des cochons d'Inde. Donc, comment démystifier un petit peu cette perception, le fait qu'on n'est pas un animal de laboratoire? Alors, je crois que c'est une bonne question. C'est effectivement quelque chose qui revient souvent. Je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a toutes sortes de mesures qui sont prises pour que les essais cliniques soient le plus sûrs possible pour les participants. Comme Catherine le disait, il est important de savoir que les nouvelles molécules doivent d'abord faire l'objet de recherches pendant un grand nombre d'années avant d'être testées sur les êtres humains. Et ce qui se produit chez les animaux ne se produit pas nécessairement de la même façon chez l'être humain. Donc, on a essayé de rendre ces interventions les plus sûres possibles et il y a toutes les questions de sécurité qui sont prises en compte. J'ai parlé du fait qu'il y avait un grand nombre de personnes et d'organisations qui passaient en revue l'essai clinique avant qu'il puisse démarrer. Il y a énormément de surveillance aussi pendant toutes les phases de l'essai et on surveille les participants de façon très étroite. Donc il y a toutes sortes de mécanismes en place pour assurer la sécurité et beaucoup de recherche a lieu avant même le démarrage de l'essai clinique. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien vous renseigner et de vous assurer que vous avez des réponses à vos questions et que vous êtes vraiment à l'aise avec l'idée avant de participer. En ayant à l'esprit que un essai clinique, ça comporte toutes sortes de choses. Alors, il y a parfois des bénéfices, parfois des risques. On ne les connaissait pas nécessairement tous à l'avance. Ce sont des études expérimentales. Il faut en être conscient, mais il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé avant pour faire en sorte qu'il soit le plus sûr possible pour les participants. Merci beaucoup, Dawn. Donc, ceci nous amène à la fin de la dernière session de la conférence. Merci Catherine, merci Dawn d'avoir été parmi nous. Et je vais maintenant passer aux remarques de clôture. Et je vous remercie pour cette discussion sur un sujet aussi important. Merci d'avoir démystifié toutes ces questions ayant trait aux essais cliniques. Merci. Eh bien,
Notre conférence touche à sa fin. Ce sont été 2 journées formidables d'informations, d'échanges, beaucoup d'humilité en ce qui me concerne, je dois le dire. Et je pense que c'est aussi une façon de réseauter, d'apprendre de nouvelles choses et de se rendre compte une nouvelle fois que l'on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Et j'espère que vous vous sentez désormais un peu plus soutenu, davantage apte à faire quelque chose grâce à Cancer Colorectal Canada. Alors, je vais passer la parole à Barry pour ses remarques finales. C'était une rencontre annuelle qui a été formidable, je trouve. Notre première rencontre annuelle, elle a très bien fonctionné. Barry. Merci beaucoup, Dominique. Vous avez parfaitement animé cette conférence pendant les 2 jours. Un grand merci à vous. C'était fantastique de vous avoir parmi nous pour toutes les présentations. Merci à l'ensemble des participants, des conférenciers, et j'aimerais remercier également tous nos parrains, grâce à qui cela a été possible. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'information intéressante et utile, et surtout, j'espère que vous vous sentez mieux armé maintenant avec toute cette information. Et j'espère que vous aurez également noué des amitiés qui pourront se poursuivre au-delà de cette conférence. Et sincèrement, toutes nos excuses concernant les difficultés techniques dans les salles ateliers. Nous ferons mieux la prochaine fois, c'est certain. C'était la première édition. C'était une plateforme excellente. Nous sommes bien amusés dans les salles virtuelles, dans le hall d'exposition. Tout le monde a pris sa photo, j'espère. Comme ça, nous aurons un beau souvenir de cet événement. Et vous pourrez aussi, vous, regarder ces photos. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas. Posez-les-nous. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous écrire à info@colorectalcancer.com. Vous pouvez nous trouver également sur notre site internet, sur Instagram, Twitter, Facebook. Donc, vous pouvez nous rejoindre très facilement. Pendant cette conférence, nous avons plusieurs centaines de participants. Alors, on n'en avait pas forcément l'impression d'entendre, les gens étaient là, ils n'étaient pas là, ça dépendamment, mais face à cette réussite, nous comptons organiser une autre conférence cette année, et il y aura une conférence sur les essais cliniques au mois d'octobre. Entre-temps, cette plateforme sur laquelle vous êtes restera ouverte pendant les 3 mois qui viennent. Donc, si vous voulez visionner à nouveau une session ou l'autre, alors ça ne sera peut-être pas disponible immédiatement, mais en tout cas dans les prochains jours, vous pourrez revisionner une session si elle vous intéresse et n'hésitez pas à en parler aux patients, aux autres patients, aux aidants, et je pense que cela pourrait intéresser beaucoup de personnes. Si vous-même, vos amis, les membres de votre famille voulez participer à nos événements, avez des questions ou souhaitez défendre la cause, faites-le nous savoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir.